Nous allons parler de la rupture des massifs semi-infinis. On considère un massif de sol homogène à surface horizontale. Quand on observe un massif dans la vie réelle, donc s'il n'y a aucun déplacement de ce massif, on peut dire l'état de ce massif est déterminé par l'ensemble des phénomènes géologiques qui ont frappé ce massif au cours de son histoire. Dans ce cas, on parle d'un état de poussée des terres au repos. Mais de point de vue mécanique, on sait qu'il existe au sein de ce massif des contraintes non seulement verticales, mais aussi horizontales. On sait qu'il y a, quand on parle de contraintes au sein du massif, il y a la contrainte totale, il y a aussi la contrainte effective. Il y a la contrainte effective dans deux directions, les directions verticales et les directions horizontales. On peut établir une relation entre ces deux contraintes. Pour cela, on définit un coefficient qu'on appelle coefficient de poussée des terres au repos et on dit que la contrainte effective horizontale est égale au produit de ce coefficient par la contrainte effective verticale. Et dans la pratique, on peut déterminer les valeurs du coefficient des terres au repos à partir d'essais qui se font au laboratoire. Pour réaliser ces essais, on a besoin de l'appareil triaxial. Suivant le type de sol, on peut définir des plages de valeur pour K0, c'est-à-dire suivant qu'on a un sable lâche, un sable compact, un argile, etc. On peut dire dans quel intervalle se trouvera la valeur de K0. Dans le cas des sols plus virulents et des sols fins normalement consolidés, on peut utiliser la formule de Jarry simplifiée qui nous dit que si le terre-plein est horizontal, alors K0 est égal à 1 moins sin phi prime étant l'angle de frottement interne. Maintenant, nous allons voir la notion de poussée et de butée. Le premier cas qu'on va définir, c'est le cas actif. On va parler de l'équilibre de poussée. Donc, supposons que l'on a un massif de sol homogène à surface horizontale et qu'on exerce sur un écran une force pour maintenir l'équilibre de ce massif. Donc, si on diminue la force qu'on exerce, donc le sol va agir sur l'écran, le sol aura tendance à vouloir s'étendre, l'écran va se déplacer de manière à permettre au sol de s'étendre. Dans le cas de ce déplacement, il peut y avoir rupture par éboulement, il se formera des surfaces de glissement. On parle alors de l'équilibre de poussée ou l'équilibre actif. On dit équilibre actif parce que dans ce cas, le sol agit sur l'écran. Si au lieu de diminuer la force pour garder l'équilibre statique avec l'écran et le massif de sol homogène à surface horizontale, on décide alors d'augmenter la force, le sol aura tendance à se contracter. Dans ce cas, il peut y avoir rupture par refoulement. Il se formera bien sûr des surfaces de glissement et on parle alors d'équilibre passif ou équilibre de butée. On dit équilibre passif parce que l'écran agit sur le sol. Les notions de poussée et de butée, dans la pratique, on l'utilise par exemple pour les ouvrages de soutènement. Si on a un massif de sol dans la nature et que ce massif a tendance à s'étendre, on peut réaliser un mur de soutènement. Donc le mur de soutènement jouera le rôle de l'écran et en dimensionnant le mur de soutènement, on pourra trouver la force pour maintenir l'équilibre statique avec le massif qui veut s'étendre, qu'on se retrouve dans les cas qu'on avait décrits précédemment. Pour réaliser ces ouvrages, on doit prendre en compte les forces qui s'exercent sur le massif et ensuite les propriétés mécaniques du massif. Donc, en général, dans la nature, un massif de sol, c'est un élément qui est présent au sein du massif. Il y a des forces de cohésion entre les particules. Et ensuite, le massif peut être surchargé
Prenons le cas, par exemple, d'un massif qui porte des végétations. Donc, dans ce cas, il y a une surcharge créée par la végétation. Analyser ces trois catégories de forces externes et internes est très complexe. Donc, pour simplifier le problème, on utilise le principe de superposition. Dans ce cas, on peut décomposer le problème en trois cas différents qu'on va superposer. Il y a le cas où le massif est pesant, non cohérent et non surchargé. Il y a un deuxième cas où le massif est surchargé, mais il n'a ni poids ni force de cohésion dans les particules. Et le dernier cas, il y a des forces de cohésion dans les particules, mais on ne considère ni le poids ni la surcharge. L'équilibre dans ce cas est un équilibre plastique. On peut accepter des déformations. Pour parler de cet équilibre plastique, on va utiliser la théorie de Rankine. On parle alors d'équilibre de Rankine. Dans la théorie de Rankine, on doit faire des hypothèses sur le sol et sur la surface de contact, mur ou bien écran sol. Quelles sont ces hypothèses? On suppose que le sol est isotrope et ensuite on dit que la présence de discontinuité ne modifie pas la répartition des contraintes verticales. On avait vu pour le cas des terres au repos un coefficient qu'on avait appelé coefficient de pression des terres au repos. Mais si par exemple on est dans un cas d'équilibre de poussée ou bien dans un cas d'équilibre de butée, on va définir d'autres coefficients pour établir la relation entre les contraintes effectives horizontales et les contraintes effectives verticales. On parle alors de coefficient de poussée Ka et de coefficient de butée Kp. Ka nous dit que la contrainte horizontale de poussée, par exemple, est égale au produit du coefficient de poussée par la contrainte effective verticale. De même, la contrainte de butée est égale au produit du coefficient de butée par la contrainte effective verticale. On va utiliser nos trois cas séparément et ensuite appliquer le principe de superposition pour pouvoir trouver l'équilibre. On considère le premier cas. Dans le premier cas, on a un milieu qui est pesant, il n'y a pas de cohésion, et ensuite, le milieu n'est pas surchargé. Donc, on a gamma qui est différent de 0, C' qui est égal à 0, C' qui est la cohésion, et Q qui est égal à 0, Q est la surcharge. Donc, dans ce cas, on sait que la contrainte effective verticale est égale au produit de gamma par Z. Quand on dit gamma par Z, voyez bien qu'on suppose que le sol est sec. Donc, si le sol n'est pas sec et qu'il y a des pressions interstitielles dans le sol, il faut enlever cette pression interstitielle. Dans le repère de mort, on a en abscisse les contraintes tangentielles, on a donné les contraintes normales. On sait que la cohésion est nulle. On trouve dans le repère de mort, on peut tracer les cercles de mort pour les contraintes. Et par rapport au cercle de mort, on peut établir des relations trigonométriques avec l'angle de flottement interne. Et à partir de ces relations, on peut trouver l'expression de la contrainte effective horizontale et la contrainte effective verticale. Dans le cas de la poussée, on trouve que Ka est égal au rapport de la différence 1 moins sin phi prime sur la somme 1 plus sin phi prime. Donc, on a pu définir Ka à partir de l'angle de frottement interne. Établir la valeur de Ka à partir de l'angle de frottement interne. Donc, si on a fini de réaliser au laboratoire des essais triaxiales, on trouve la cohésion, on trouve l'angle de frottement interne. Donc, on peut définir le coefficient de poussée ou de butée. Si Ka est égal à 1 moins sin phi prime sur 1 plus sin phi prime, pour la butée, Kp sera égal à 1 plus sin phi prime sur 1 moins sin phi prime. On utilise les mêmes méthodes que Ka pour trouver Kp. Si maintenant on considère un milieu qui n'a pas de poids, qui n'a pas de cohésion et que son milieu est surchargé, c'est-à-dire gamma est nul, C' est nul, Q est différent de 0. On refait les cercles de mort dans le repère de mort, on trouvera tout de même les mêmes valeurs pour Ka
et Kp. On sait que on a déjà établi la relation entre la contrainte effective horizontale et la contrainte effective verticale. Donc, on sait que sigma prime H est égal à Ka par Q dans le cas d'une poussée. Sigma prime H est égal à Kp par Q dans le cas d'une butée. Et ensuite, Ka a toujours la même définition par rapport à l'angle de flottement médiane, de même pour Kp. Considérons le cas d'un milieu qui n'a pas de poids et qui n'est pas surchargé, mais qu'il existe dans ce milieu des forces de flottement internes entre les particules. On va dans ce cas utiliser le théorème des états correspondants. Que nous dit le théorème des états correspondants? On considère deux types de sols. On considère un sol cohérent et on considère un sol pulvérulent. L'essentiel, c'est que ces deux sols ont le même angle de flottement interne. Si on met les contraintes dans un repère de mort et qu'on trace les cercles de mort correspondant à chaque sol, pour passer d'un cas à un autre, il suffit de faire une translation. Par exemple, dans cette diapositive, le schéma en haut, c'est le cas d'un sol cohérent. La cohésion n'est pas nulle. Le schéma en bas, c'est le cas d'un sol pulvérulent. La cohésion est nulle, mais l'angle de flottement interne n'est pas nul. L'angle de flottement interne est égal pour les deux cas. Pour passer d'un cas à un autre, il suffit de faire une translation de la longueur de OO'. On peut dire que vis-à-vis de la rupture est identique dans les deux cas. Donc, on va utiliser ce théorème pour faire les calculs dans le cas d'un sol cohérent. En prêtant bien attention au schéma, on peut dire que un milieu cohérent peut être transformé en un milieu pulvérulent de même angle de flottement interne en appliquant autour du massif une pression hydrostatique d'intensité égale à C' sur tan phi. C' sur tan phi, c'est la valeur de la longueur OO' à l'aide des relations trigonométriques. Pour appliquer le théorème des états correspondants, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer qu'on a, au lieu d'avoir un milieu cohérent, on va supposer qu'on a un milieu fictif qui est pulvérulent, c'est-à-dire sans force de cohésion, il est non pesant et non surchargé. Et ensuite, on va appliquer en surface une surcharge Q, et cette surcharge sera égale à la pression hydrostatique qu'on avait définie dans la diapositive différente. C'est-à-dire cette surcharge sera égale à C' sur tan phi. Et maintenant, puisqu'on est dans un milieu pulvérulent, pour passer de milieu pulvérulent à un milieu cohérent, on doit soustraire la pression hydrostatique au milieu pulvérulent. Le théorème des états correspondants pour trouver le cas du milieu réel qui est cohérent. Si on a un massif non pesant, cohérent et surchargé, en équilibre de poussée, on va dire que le milieu est fictif, donc cohérent, mais surchargé. La surcharge est égale à C' sur tan phi. Et ensuite, la contrainte effective horizontale serait égale à, puisqu'on est dans un cas d'équilibre de poussée, la contrainte effective horizontale serait égale à Ka par la surcharge, donc par C' sur tan phi. Maintenant, pour passer au cas réel, c'est-à-dire au milieu qui est cohérent, on va soustraire donc la surcharge qui est égale à C' sur tan phi. La contrainte effective verticale est égale à sigma prime V moins C' tan phi. Et ensuite, sigma prime H sera égal à sigma prime H qui est égal à Ka sur C' tan phi moins C' tan phi. Donc, en conclusion, sigma prime H, qui est la contrainte de poussée, sera égal à Ka moins 1 par C' sur tan phi. En développant cette relation et en appliquant des relations trigonométriques, on trouve que sigma prime H est égal à moins 2C' par racine de Ka. Le signe moins qu'on avait mis tantôt, c'est pour dire que ce sont des forces de traction. On considère que les forces de traction sont négatives et les forces de compression sont positives. Donc, dans le cas d'une butée, on aura donc sigma prime H qui est égal à plus 2C' racine de Kp. On va parler du cas général. Dans le cas général, le milieu est pesant, cohérent et il est surchargé. En appliquant le principe de superposition, on va additionner les contraintes effectives horizontales qu'on a trouvées
pour chaque cas qu'on avait défini précédemment. Donc, en faisant la somme de ces contraintes effectives horizontales, on trouve dans l'équilibre de poussée sigma prime H qui est égal à Ka, facteur de gamma Z plus Q moins 2C prime racine de Ka. De même, pour l'équilibre de Buttier, on trouve sigma prime H qui est égal à Kp, facteur de gamma Z plus Q plus 2C prime racine de Kp.